Nous reprenons la séance. Nous en sommes donc maintenant aux affaires générales. Et M. Schultes va nous parler de transfert de compétences du PLU. Donc, point 14, effectivement, transfert de la compétence plan local d'urbanisme, PLU, à la 3CS. Donc, vu le PLU de la commune de Carmaux, approuvé par délibération du conseil municipal numéro 13 du 14 mars 2019 et modifié par délibération numéro 64 du 9 octobre 2019, vu la délibération du conseil municipal numéro 11 du 26 janvier 2017 s'opposant au transfert de la compétence en matière de PLU à l'intercommunalité, considérant que si le transfert de la compétence urbanisme au profit de la 3CS est adopté, ces communes perdraient la gestion de leur PLU communal, au moyen duquel elles gèrent notamment l'aménagement et les conditions d'urbanisme de leur territoire. Il est proposé au conseil municipal, d'une part, de s'opposer ou d'approuver le transfert à la 3CS de la compétence plan local d'urbanisme, Deuxièmement, d'informer le président de la 3CS de cette décision. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non, pas de questions. Donc on va voter l'opposition au transfert donc du PLU vers la 3CS. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Contre le... Non. Non, contre... je n'ai pas compris la question. Non. Comment dire? Bon. En fait, on va se positionner sur le non-transfert. Voilà. D'accord? Ouais. C'est sur le non-transfert. Donc, on va dire qui est pour le non-transfert. Voilà, on va faire simple. Voilà. Simple. À l'unanimité. Merci. Projet de construction de nouveau commissariat. Alors ceci c'est quelque part un élément qui est là pour étayer un petit peu la demande de création de nouveaux commissariats à Carmaux. C'est pour essayer de montrer que la ville de Carmaux comme la ville de Blaye sont très impliqués dedans pour qu'il y ait ce nouveau commissariat qui soit implanté aux limites de la ville de Carmaux et de la ville de Blaye. Donc pour cela, il y a cette délibération pour permettre de montrer notre implication. Alors, à savoir que pour la ville de Carmaux, l'implication est relativement limitée, puisqu'il y a une partie du terrain qui est sur la commune de Carmaux, mais l'essentiel est sur la commune de Blaye, et l'ensemble du terrain appartient à la ville de Blaye. Donc du coup, en termes de coût pour la ville de Carmaux, c'est un coût qui est nul, parce que finalement, c'est la ville de Blaye qui va mettre le terrain à disposition. Voilà. Bien qu'une partie soit sur la commune de Carmaux. Mais le propriétaire, ce n'est pas la ville de Carmaux. Voilà. Donc, cette proposition-là, il est proposé au conseil municipal de proposer à l'État de construire un nouveau commissariat, de donner ou vendre à l'euro symbolique tout ou partie de terrain nécessaire à cette opération en fonction des besoins de l'État, tant que ce qui concerne la parcelle 3872 que la parcelle 280, donc c'est les deux parcelles qui sont sur les deux communes, d'autoriser le maire à signer toutes les pièces et documents et actes notariés ou administratifs nécessaires à la réalisation de cette opération. Voilà, donc ça c'est un projet qui est aujourd'hui à l'étude. On ne sait pas s'il se réalisera, mais en tout cas, il vaut mieux être prêt pour que le jour où l'aval sera donné, qu'on puisse réagir rapidement et montrer aussi au préalable notre envie de nous engager. Voilà pour ceci. Donc, il y a des questions? Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vote à l'unanimité. Validation du temps de travail avec les agents de la ville. La loi de la transformation publique
a organisé la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités et un retour obligatoire aux 1607 heures. Un délai d'un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents. Donc, la durée de travail passant à 1607 heures d'un point de vue obligatoire en 2022. Deux solutions s'offraient à nous. Soit on avait une négociation préalable pour organiser le temps de travail des agents pour permettre donc, le passage aux 1607 heures en ne perdant le minimum d'acquis pour les agents, soit on n'agissait pas, et c'est l'État qui prenait la main derrière, et on se retrouvait avec un passage systématique à 35 heures, mais les 35 heures pas forcément dans les conditions dans lesquelles les agents travaillent aujourd'hui et ils travailleront demain, c'est-à-dire c'était 35 heures, c'était 35 heures par semaine sur 5 jours, avec 25 jours de congé. Donc nous avons procédé avec les agents de la ville à une négociation. Cette négociation donc s'est traduite par ce matin la réunion du CT, du comité technique, et lors de la réunion de ce comité technique, tous les personnels donc, ont voté pour cette nouvelle organisation du travail. Madame Courveille s'est abstenue. Voilà. Donc elle manquait des informations là-dessus. Et oui. Non. Non. Oui. Oui, parce que voilà. Oui. Je peux me permettre, oui, je me suis abstenue, effectivement, parce que bon, c'était un accord de principe, mais vous avez bien expliqué que c'était au mois de septembre, dans le règlement intérieur, que tout allait se discuter. Oui. Et comme il n'y avait rien de sûr, je vais dire, j'ai aussi demandé aux syndicats s'ils avaient consulté tous les agents, qui sont évidemment affiliés à leur syndicat. Ils m'ont dit que oui, que tout allait bien. Donc moi, je préfère attendre le mois de septembre, voilà, quand tout, au moment du règlement intérieur, pour voir comment ça va se passer. Voilà. J'ai juste une question. Il s'agit d'une réduction du temps de travail ou d'une augmentation du temps de travail par rapport à ce qui est réalisé aujourd'hui? Il s'agit d'une augmentation du temps de travail par rapport à ce qui est réalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, les agents de la ville font en moyenne 1530 heures hebdomadaires, annuelles, pardon. Et l'année prochaine, ils feront 1607 heures comme le veut la loi. Donc, voilà. Donc il va y avoir une augmentation du temps de travail. Alors cette augmentation du travail va se traduire ainsi, si vous voulez, je vous donne quelques détails. Ça va être, ils vont avoir 25 jours de congé, comme la loi le veut, hein, voilà, donc les 5 semaines. À cela se rajoutent en moyenne 8 jours fériés par an. À cela vont se rajouter 16,5 jours de RTT. Mais ces RTT ne sont pas des RTT comme précédemment où elles étaient données sans travailler. Là, il n'y avait pas de RTT, mais c'était voilà, donc c'était une réduction. Là, maintenant, ces RTT vont être cotisés au préalable, voilà, en faisant 38 heures hebdomadaires. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur une semaine 35 heures, ils vont travailler en moyenne 38 heures. Voilà. Donc, de ce fait, ils vont chaque semaine cotiser 3 heures de plus. Ce qui va leur permettre de cumuler ces heures-là pour faire que derrière, ils vont pouvoir disposer de 16,5 jours de RTT. Ce qui leur permettra de conserver comme précédemment un temps non travaillé, hein, donc qui va être comme précédemment, donc c'était 41 jours avant, on va retrouver ces 41 jours. Mais ils travailleront plus chaque semaine, en contrepartie.
ces semaines le travail des agents va pouvoir être organisé différemment en fonction des besoins des services, suivant où ils travaillent, mais aussi en fonction de leurs souhaits. Si certains veulent faire, comme aujourd'hui, des semaines à 4 jours et demi, ils pourront le faire, mais ils devront travailler un peu plus tous les jours. Ils devront le faire 38 heures, ils devront le faire 8 heures par jour, ils devront faire donc 8 heures et demie. Voilà. Pour avoir le cumul du nombre d'heures total. Voilà. Donc tout ça. Alors, maintenant, ça c'est le cadre général. Et dans ce cadre général, après, les modalités dans le détail vont être vues au travers du règlement intérieur. Voilà. Donc là, il y a le règlement intérieur qui va être retravaillé pour qu'il soit finalisé pour l'automne prochain, de façon à ce que au mois de janvier, tout soit opérationnel. Donc les 1507 heures, ça c'est le cadre général, mais ensuite toutes les modalités d'application soient prêtes pour le 1er janvier au travers du règlement intérieur qui sera retravaillé avec les représentants des agents municipaux. Y a-t-il des questions? Oui. Moi aussi. Monsieur Robert, hein? Ah non, après. Ouais. Allez-y, monsieur Robert. Il vous avez ignoré de ce matin que vous aviez voté. Mais vous ne l'avez pas dit assez fort. Merci beaucoup. Non, j'interviens tout simplement pour dire que j'attendrai aussi le règlement intérieur parce que, pour voir comment ça se négocie d'abord, parce qu'on ne peut pas traiter de même le règlement intérieur des agents municipaux et puis traiter de la même façon les agents d'un secteur médico-technique comme l'EHPAD. Donc l'application de ces horaires sont beaucoup plus simples dans des fonctions qui sont journalières que dans un établissement où on fonctionne avec les 3-8. Et dans un établissement qui, normalement, doit fonctionner avec le moins possible de remplacement et que la gestion des congés annuels en particulier soit gérée d'une façon équitable selon le statut des personnels. Voilà, donc j'attendrai mon aussi. Indiquer que quand cet accord sur le temps de travail a été fait, il a été porté à la connaissance des organisations syndicales qui l'ont validé, du personnel, et y compris de l'Assemblée municipale qui l'a voté. À ce moment-là, donc je crois que c'était en 2001, ça commence à remonter, hein, ça fait 20 ans. Aujourd'hui, et jamais sans que la réglementation, c'est-à-dire nous en fasse le reproche de la façon où ces accords avaient été faits. Aujourd'hui, et depuis 2014, la Chambre régionale des comptes indique que cet accord ne serait pas bon. J'ai dit, s'ils sont attelés en 2014 pour nous dire que cet accord n'était pas bon, tout en nous laissant un petit peu de côté, puisque quand même, comme du fait que ça avait été validé par l'Assemblée municipale, ça a force de loi. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que, en déréglant ce qui existait, ça ne fasse pas des remous pire que... Bon, bref. L'État dit, il faudrait que vous vous mettiez à la côte. C'est bien ce qu'il dit. D'accord, il dit. Mais je ne suis pas... Je pense que si on interrogeait le juge, peut-être que la situation précédente serait aussi valable. Je pense que le juge pourrait s'y intéresser. Voilà. Donc, parce qu'ils disent bien, voilà, certes, c'est des magistrats. Ils disent bien que, mais ils ne disent pas toujours la vérité. Hein. De temps en temps, ils se trompent, les magistrats. Ça peut arriver. Je ne dis pas qu'ils se trompent tout le temps. Mais sur un cas particulier, ils ont pris tous les cas généraux de collectivités qui n'ont pas passé ça en conseil municipal pour dire c'est illégal. Et moi, je continue à penser que le juge pourrait avoir quelque chose à dire qui serait favorable à l'accord précédent. Ceci dit, il y a un nouvel accord, et comme on le disait ce matin, moi je pensais que tout était réglé, si vous voulez. Je pensais qu'on était rentré dans le détail, parce qu'effectivement, entre les gens qui sont
annualisés, c'est-à-dire ceux qui sont dans le service scolaire, ceux qui sont postés comme à la maison de retraite. Enfin, voilà, on est aux antipodes avec un seul accord. Déjà en 2001, j'avais signalé par la petite fenêtre que ça allait être compliqué. Ce fut tellement compliqué que nous fûmes séquestrés pendant plusieurs jours. Voilà, ou à manger que des pizzas. Mais bon, voilà le truc. On y touche, vous allez voir. C'est pas maintenant. Vous devriez le faire pendant l'été, ça réchaufferait un peu l'atmosphère. Vous verriez un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ce truc, l'État, bien souvent, nous file des conseils et qui sont les pires des trucs. Ils vous disent, on va vous sortir d'une situation, c'est-à-dire que vous avez mal à un pied, par exemple, et quand vous sortez de chez eux, vous finissez cul de jatte, et plus de bras et plus de tête. Voilà, donc de temps en temps, ils ont des conseils qu'il ne faut pas écouter. Voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal de valider le temps de travail des agents de la ville de Carmaux à 38 heures hebdomadaires dans les conditions mentionnées dans le tableau ci-dessus et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022 de cet accord. Voilà. J'ai une question. Oui. Je serais curieuse que Mme Caire nous explique par rapport à l'EHPAD comment ça pourrait se mettre en place et comment c'est perçu. Et comment le travail va se faire par rapport au règlement intérieur et aux spécificités, notamment du travail de l'EHPAD. Alors, je me permets quand même d'alerter votre vigilance là-dessus. C'est un sujet sensible, épineux et prioritaire. Donc ça, il faut en discuter avant. Nous sommes là en tant qu'élus et nous sommes censés nous prononcer sur un sujet sur lequel nous avons demandé depuis des mois à être associés, nous ne l'avons pas été. Et puis, il y a quand même des spécificités, il y a des gens derrière, et pour l'EHPAD, il y a des résidents aussi derrière. Donc il faut que les choses fonctionnent. On ne peut pas arriver comme ça aujourd'hui et dire on n'en a même pas parlé encore avec le directeur et on n'a pas prévu. Il y a des choses qui vont... Il y a des choses, c'est ce qui a été dit. Non, Madame Slimani, vous êtes en train de vouloir aller au-delà de l'accord qui a été conclu. L'accord qui a été conclu, oui, là, ne traite pas du détail. Le détail va être traité ultérieurement. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Oui. Il va être traité ultérieurement dans le détail. Aujourd'hui, l'accord consiste à mettre que tous les agents, à partir du 1er janvier, travaillent 1607 heures, suivant une répartition horaire globale qui leur permettra de maintenir les avantages acquis qu'ils avaient en termes de nombre de jours de repos. Donc, ils vont avoir les mêmes nombres de jours de repos qu'ils avaient précédemment. L'accord, c'est ça. Après, il va y avoir des discussions dans chacun des secteurs, l'EHPAD, la ville, et même à l'intérieur de chacun des services. Ça, ce sera les règlements intérieurs qui vont le régler pour faire en sorte que ceci fonctionne en harmonie entre les besoins de service et les attentes des personnels. Donc ça, c'est une négociation qui va se faire dans un deuxième temps. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'interroger sur quelque chose qui n'a pas été discuté encore. Donc il faut traiter les choses, quand on veut avancer, on les traite étape par étape. Donc on règle un problème, ce problème est réglé aujourd'hui, on va passer au problème suivant. On ne commence pas à régler tous les problèmes en même temps, parce que si on met tout en même temps dans la tambouille, en fait on fait une pâtée infâme, et au final, on ne s'y retrouve plus, c'est le bazar. Donc là, on a réussi, malgré tout, à faire quelque chose dans la négociation et où tout le monde adhère. Donc, soyons contents que ça se passe bien aujourd'hui. Pour pouvoir aborder un problème et ne pas manquer les étapes, il faut quand même le voir dans la globalité. Et la partie du règlement intérieur est le gros morceau, justement. Oui, mais on dit pas le contraire. Donc c'est le gros morceau qui arrive. Nous n'avons été associés à rien, nous ne savons pas du tout comment ça se passe. Et ça arrive aujourd'hui comme ça, et nous devons délibérer en tant qu'élus. Moi, je vous alerte quand même sur le fait que c'est un sujet très sérieux et qui a des conséquences. Madame Slimani, ce matin, il y avait un CT. Vous n'étiez pas là. Monsieur Robert était là.
il y avait les représentants du personnel qui étaient là. C'était un lieu de discussion. OK ? Est-ce qu'il y avait M. Durand qui aurait dû être là? Il n'était pas là. Donc, ces lieux de discussion, ils existent bien. Vous n'y êtes pas. Aujourd'hui, vous dites on n'est pas informé. Mais oui, mais pour être informé, à un moment donné, il faut aussi accepter de participer aux commissions dans lesquelles on est invité. Voilà, donc du coup, là, la situation, la discussion a eu lieu, les représentants du personnel ont été écoutés longtemps, on a eu de longs échanges avec eux. Aujourd'hui, l'objectif était de passer aux 1607 heures, conserver les avantages acquis le plus possible pour les agents. C'est fait. Donc demain, on va passer à l'étape d'après, qui est le règlement intérieur, pour permettre de mettre tout ça en musique. Et ça, évidemment, ça ne sera pas facile, c'est encore un travail de négociation, et, où il va falloir s'écouter, échanger. Et voilà, j'espère que ça se passera mieux qu'ici ce soir, où les gens s'écoutent les uns les autres. Il me semble que c'est dans ce sens qu'il faut qu'on travaille. Oui, si vous voulez. Donc, juste pour compléter... Non, il vous faudra appuyer qu'une fois. Voilà. Les organisations syndicales donc ont bien été unanimes sur le sujet. Voilà, ce que j'étais simplement en train de vous dire, c'est que je sais où se niche le chien. Oui. Et c'est là où je ne mets pas le doigt. Oui. Donc, pour compléter les différents propos, vous indiquez donc la méthode de travail. Donc, ça a été... alors, moi, je ne parle pas pour le coup des commissions qui réunissent les élus, mais je parle du travail qui m'a été demandé par Monsieur le maire, auquel Monsieur Monserrat a été associé pour l'EHPAD, mais alors, moi, je ne gère pas l'EHPAD. Je m'en préoccupe, mais je ne le gère pas. Monsieur Monserrat pourra sans doute vous répondre quand vous ferez des commissions à l'intérieur de l'EHPAD. Même si aujourd'hui, en effet, on se préoccupe du cadre légal, qui met fin à tous les dispositifs dérogatoires, je complète les propos de M. Espier, c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à la loi d'août 2019, tous les dispositifs dérogatoires étaient légaux. Aujourd'hui, cette nouvelle loi introduit une nouveauté qui laissait donc 1 an, notamment au conseil municipal, pour négocier l'organisation du temps de travail pour que les 1607 heures soient réelles et effectives au 1er janvier 2022. C'est vrai qu'aujourd'hui, les détails de ces applications-là, service par service, parce que vous comprendriez bien que les services administratifs n'ont pas les mêmes contraintes horaires que des services techniques ou les écoles ou d'autres services. Ces détails horaires-là seront, quoi qu'il arrive de toute façon, encadrés par ce cadre légal-là. Et il est évident qu'on peut imaginer des journées continues sur des services techniques ou des horaires décalés avec des horaires différenciés sur des services administratifs. Mais ça, ce n'est que de la dentelle, du réglage vraiment précis au sein des services. Ces discussions-là, même si elles ont eu lieu avec les représentants du personnel, les 2 représentants syndicaux, elles ont aussi eu lieu avec bon nombre d'agents. Alors, je n'ai pas pu tous les rencontrer, et on n'a pas pu échanger avec les 150 agents, mais bon nombre d'agents ont été informés déjà des démarches, et pour synthétiser, le fait de dire qu'il faudra au minimum travailler une demi-heure de plus par jour, pendant 4 jours, à partir de l'année prochaine, pour faire en effet ces 2 heures supplémentaires. Il est vrai, et je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il faudra rentrer dans le détail, service par service, dans l'application concrète. Par rapport aux aléas climatiques, on n'aura pas les mêmes contraintes sur les mois d'été que l'hiver, mais ça se sera réglé petit à petit. L'essentiel de ce qui vous est proposé ce soir au vote du conseil municipal, c'est de définir un cadre légal qui correspond aux obligations faites aux assemblées délibérantes de voter et de négocier l'organisation du temps de travail. Donc ça a été fait en concertation avec les agents, là je parle pour ma part, les représentants syndicaux, et on a trouvé en effet des agents réceptifs et qui connaissaient déjà les obligations qui allaient être faites en manière de temps de travail. Le temps annuel de travail va augmenter de 70 heures. Je suppose que ce sera sorti d'augmentation de salaire, que ces heures seront payées en plus.
Alors non. Aujourd'hui, la rémunération du personnel est basée sur une base de 1607 heures. L'ensemble des agents municipaux ne sont pas payés sur 1530 heures, ils sont payés sur déjà 1607 heures. Donc le fait de pouvoir faire les 1607 heures à partir du 1er janvier 2022, si vous en délibérez ainsi, permettra de mettre en adéquation la rémunération et le temps de travail. D'accord. Je trouve que les syndicats sont gentils d'accepter ce genre de choses. Voilà. Nous allons passer au vote. Qui est contre cet accord? Donc, Madame Bavet, Madame Socpoli, Monsieur Robert, Madame Couette, Monsieur Tama, Monsieur Lafont, Madame Romero, Madame Fakir et Madame Pasturel, pardon. Hein? Ouais, 14 contre. Qui s'abstient? 5. Qui vote pour? 6, 7, 8, 9, pardon. 10, ouais, 10. Donc l'accord est donc n'est pas adopté. Voilà. C'est qu'en fait, on va tomber dans le cadre légal. Ouais. Voilà. Recrutement pour accroissement temporaire d'activité. Dans la période estivale, donc, il est nécessaire de renforcer les services techniques pour l'organisation de manifestations de l'été et pallier à l'accroissement saisonnier des activités pour la période du 1er juillet au 31 août 2021. Considérant qu'il peut être fait appel du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité en application de l'article 3.2 de la loi de 84-53 précitée, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à recruter des agents contractuels pour faire face aux besoins de l'accroissement saisonnier. Alors, je passe vite. C'est 2 agents pour le pôle voirie, 2 agents pour le pôle espace vert, 1 agent pour le pôle logistique et manifestation et 1 agent pour le pôle patrimoine. Donc, c'est pour des semaines 29, 30, 31. Voilà, donc les semaines sont indiquées. Ceci, c'est donc à destination de jeunes étudiants pendant leur période de vacances scolaires. Donc, l'objectif est de charger donc, Monsieur le maire de la constatation des besoins concernés, ainsi que la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats sur la nature des fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à l'indice terminal du grade de référence. Les crédits correspondants sont au budget. Oui. Le recrutement se fera sur la base du SMIC, hein, voilà, pour que vous... Voilà. Oui, voilà. Donc, oui. La rémunération se fera sur la base... Voilà. Question? Qui est contre ce recrutement? Oui. Est-ce que ce recrutement de 2 agents est vraiment utile? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une organisation un peu plus rationnelle sur l'étalement des congés pour gérer ce problème-là? C'est une question. Voilà. Aujourd'hui, on a, au niveau des services, on a un petit problème avec des gens qui sont en train de partir à la retraite. Voilà, donc on a pas mal de gens qui sont en train de partir à la retraite et qui sont en train de récupérer les RTT. Voilà, donc ce qui fait qu'on se retrouve en fait en période, à un moment où on est en sous-effectif parce que justement on a cette difficulté avec ces départs en retraite et la récupération des RTT préalables qui font que souvent des gens avaient cumulé beaucoup de RTT et donc on n'a pas d'agents pour être
face à l'activité nécessaire. Voilà. Oui, alors on passe au vote. Qui vote contre? Donc, Madame Sokpoli, Monsieur Robert, Madame Couette, Monsieur Tama, Madame Romero, Madame Fakir et Madame Slimani. Voilà, donc qui s'abstient? Monsieur Laforme et Madame Bavet. Qui vote pour? Voilà. Donc, votez. De toute façon, c'est pas la peine, il y a un peu partout. AREC Occitanie, mise à jour des statuts. Bon, ceci c'est une formalité. Donc, le AREC Occitanie, c'est la ville de Carmaux est actionnaire de la société SPL, l'Agence régionale de l'énergie et du climat, depuis déjà quelques années. Et cette agence, en fait, a de nouveaux actionnaires qui rentrent dans le capital. Ce sont des communes, à chaque fois, ou des collectivités en tout cas, ou des régies. Et donc, le fait que de nouvelles communes rentrent dans le capital, en prenant de nouvelles actions, de nouvelles parts, ça veut dire que la part de la commune de Carmaux, quelque part, diminue d'influence dans le capital de l'AREC. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut voter pour donner notre accord dans la nouvelle répartition du capital de l'AREC. Voilà. Donc la ville de Carmaux, pour votre information, aujourd'hui a un montant de 155 € quoi, en fait, du capital social avec 10 actions. Voilà, donc du coup on dilue parce qu'on est plus nombreux. Voilà. Donc ce qui se traduit quoi, par une mise à jour des statuts de l'AREC en fonction des nouveaux arrivants. Donc on nous demande donc de voter. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Donc y a-t-il des questions? Bon, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Tout le monde. Vote à l'unanimité. Convention. Alors, point 19, convention ENT, espace numérique de travail. Donc, la convention vous a été soumise par mail. Donc, les écoles de la commune sont engagées dans l'utilisation de l'espace numérique de travail en version payante. Cet outil permet aux enseignants de développer des pratiques pédagogiques liées au numérique avec leurs élèves, ces derniers bénéficiant d'un compte et un accès à l'ENT. Chaque année, une procédure de mise à jour est nécessaire pour actualiser la liste des élèves. Les directeurs-directrices ont alors une démarche technique et administrative supplémentaire dans cette période chargée de rentrée scolaire. L'ENT qui est utilisé propose la mise en place de ce que l'on appelle un annuaire fédérateur. En s'appuyant sur les données présentes dans l'outil numérique pour la direction d'école, ONDE, pour l'éducation nationale, l'ENT sera mis à jour automatiquement et pourrait être opérationnel dès la rentrée de septembre 2021. Toujours pareil, dans cette optique de cas de confinement, au moins les parents et les enfants pourraient avoir un accès direct, les écoles pourraient avoir un accès direct à l'espace numérique de travail, ce qui permettrait une mise en route plus rapide. La mise en place de cet annuaire fédérateur nécessite donc la signature d'une convention entre la collectivité en charge du dossier scolaire et la DAZEN du Tarn et le recteur de l'Académie de Toulouse, donc tripartite. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention en question qui vous a été donc jointe. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Lafont. J'avais eu cette convention entre les mains
en fin d'année dernière ou en début de cette année, je ne sais plus exactement. Et à la lecture, j'en avais discuté d'ailleurs avec M. Dupré, je l'avais alerté sur certains points. Je vous lis quelques passages rapidement. La collectivité s'engage à prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données à caractère personnel, et notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, etc. La collectivité met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté, etc., etc. Ça pour dire que ça engage quand même la commune à assurer la sécurité. Donc je voulais savoir s'il y avait eu des études faites sur l'impact que ça pouvait avoir en termes de matériel, en termes de logiciel, voire de personnel pour assurer la sécurité de tout cela. Alors, en ce sens, la commune a adhéré et profite de l'aide de l'association des maires pour la mise en place et l'application du RGPD, avec donc un référent DPD sur l'association des maires, qui va faire des préconisations sur en effet donc, le matériel et notamment donc, la protection des données. Donc tout ça rentre dans le cadre de protection des données lié au RGPD. Donc on a bien pris en effet, et on en avait parlé il y a quelques mois de ça, les précautions nécessaires et réglementaires. Et au niveau matériel et logiciel, donc c'est en cours. On attendait de voir si la convention si le maire était autorisé à signer la convention avant d'anticiper pour des besoins dès cet été. Du coup, on nous demande de nous prononcer en non-connaissance de cause, parce que si ça doit avoir un coût quand même, il faudrait qu'on le sache. C'est un peu dommage. Non, mais ça serait peut-être... Le coût d'adhésion pour les protections de données... Non, pas le coût d'adhésion, le coût matériel et ce dont je parlais. Alors, non, c'est juste on peut nous imposer une protection supplémentaire, mais aujourd'hui, ces données-là seront stockées dans les mêmes conditions que les données stockées sur le serveur de la mairie ou le serveur des écoles. Donc, ça ne devrait pas engendrer de coûts énormes, sachant que vous avez, lors du vote du budget, voté une enveloppe pour le remplacement du matériel informatique. Donc si besoin était, on pourrait se servir de ces lignes budgétaires-là pour remplacer le matériel. Et puis, si je peux me permettre, là c'est bien noté que nous, on fonctionne à la mairie avec 2 logiciels, Cyril et Onde, le service scolaire. Là, il ne sera question que du service Onde, hein, donc service géré par l'Éducation nationale. Donc la fuite des données, nous déjà que le portail mairie, on n'a pas grand-chose. Alors là, en termes de fuite des données, je ne suis pas persuadée qu'il y en ait beaucoup. Et auquel cas, de toute façon, elles sont gérées par l'Éducation nationale. Donc pour la commune, en tout cas, c'est assez restreint. La crainte qu'il y avait à un moment, c'était qu'il y ait une intrusion par rapport aux enfants. Oui, il y a eu un... donc, bien sûr, il faut protéger les... Bon, là j'avoue, hein, je comprends toutes les réticences, hein, mais j'avoue que c'était surtout pour donner le plus vite possible accès aux parents par rapport à l'espace numérique. On en a parlé, Monsieur Dupré était présent d'ailleurs à Jean-Baptiste Calvignac primaire. Ces manipulations, ils nous ont bien stipulé que c'était compliqué, enfin fastidieux, surtout fastidieux, pas forcément compliqué, et que l'ENT, les enfants et les parents n'y avaient pas accès avant le mois de décembre ou... Voilà, dans le meilleur des cas, novembre ou décembre. Donc là, avec la période que nous vivons, c'est aussi de notre responsabilité de mettre en place tout ce qu'on peut pour venir en aide aux enseignants et aussi aux parents. Voilà, c'était la philosophie. Voilà pourquoi. C'est une bonne idée, bien sûr, que les enfants aient accès au matériel qui sont aujourd'hui employés par tout le monde, n'importe où. C'est-à-dire que voilà, donc ça ne servira à rien de les faire approcher un ordinateur. Déjà, ils en ont chez eux, bien souvent, et afin de faire approcher ce sujet-là sans que, voilà, tout est numérisé maintenant, c'est une bonne chose aussi. Après, que les méthodes de sécurité, il faille en parler, bien sûr, pour qu'elles soient prises, bien sûr, en compte. On voit bien qu'au départ, il y avait peur d'intrusion, il y avait peur de ceci et de cela. On a même fait supprimer le réseau Wi-Fi qu'il y avait à les écoles. Oui. Il y avait un réseau Wi-Fi depuis 2001, on l'a fait supprimer parce qu'il y en avait que ça risquait de leur taper sur le cigare. Mais du réseau Wi-Fi, les gens, ils en ont chez eux, tout le monde en a chez soi. J'en suis sûr. Tout le monde a une box.
Et il y a plein de gens qui me disaient qu'ils coupaient le truc de la box le soir, mais quand tu vas chez eux, tu t'aperçois que la box, elle tourne. Donc voilà, aujourd'hui, ça rend... En tout cas, toutes ces choses-là rentrent les services. Vous faites comment dans les écoles? Avec la RJ45 toujours? Juste, je voulais préciser, Monsieur Espier, que ça, c'est déjà en place dans les écoles. Il y a déjà un ENT en place. Oui, c'est juste une facilité. C'est pas parce que j'ai été d'inscription. battu aux élections que je suis tombé de l'échelle quand même. Non mais quand vous étiez maire, il y avait pas encore, c'était pas en place encore dans toutes les écoles. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le reprécise. Je sais pas. C'était juste pour dire que voilà, c'est pas cet outil-là tout entier qui va être mis en place, mais juste une facilité d'inscription supplémentaire. Le réseau Wi-Fi a été remis en marche ou tout le monde travaille avec la RJ45? Là, c'est une autre casquette qui parle, hein, c'est pas le conseiller. Globalement, on travaille avec les RJ45. Après, je reconnais que si on a une recherche à faire rapide ou autre, même sur le portable ou autre, il y a toujours du Wi-Fi. Ah. Et vous pensez que nos enfants sont en sécurité? Il y a des boîtiers Netgear qui traînent et qui émettent du Wi-Fi, donc on peut se connecter sur le Wi-Fi. Bon. Eh bien. C'est un plat montat. Alors, y a-t-il encore des questions sur ce point? Convention ONT. Alors, je vous la soumets au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Ah, pardon. Contre, Qui vous vote n'avez contre? pas vu là. Donc, Monsieur Lafont, Monsieur Robert, Monsieur Vanquette maintenant, Monsieur Tama et Madame Slimani et Madame Fakir. Madame Bavé, voilà, je l'ai pas. Donc, on refait le vote peut-être. Qui s'abstient? Madame Sokpouli. Qui vote contre? Non. Non. Non, mais je refais. Je refais parce que d'accord. il y avait. Ah oui. Donc, qui vote contre? Ah. Oui, il y a des changements là, oui. Madame Slimani. Oui, c'est ça. Il y a des changements entre-temps là. Donc, je reprends là. Madame Slimani, Madame Fakir, Madame Romero, Monsieur Lafont, Monsieur Tama, Madame Couette, Monsieur Robert et Madame Bavé. Madame Sokopoli, non, hein, elle n'a pas voté contre. Voilà. Qui s'abstient? Et qui vote pour? Voilà. 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 C'est bon. Ça fait 15, je crois. Hein, voilà. Je vous remercie. Donc, c'est adopté. Monsieur Branly. Oui, alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Le conseil municipal a commencé à plus de 4 heures, donc la fatigue commence à se faire sentir. J'enlève le masque. Donc tous les pédagogues le savent et il y en a un certain nombre autour de la table. C'est en parlant une langue qu'on l'apprend et c'est par l'usage qu'on acquiert la compétence de locuteur. Le 8 avril dernier, nos députés ont voté à une très large majorité, 247 contre 76, en faveur de la loi Molac, qui reconnaissait officiellement l'immersion et souhaitait ainsi que les écoles publiques puissent bénéficier de ce système immersif déjà mis en place depuis plus d'un demi-siècle dans le réseau des écoles associatives, Diwan, Escolim, La Bressole, Calandrette, etc. Un système qui a fait ses preuves, qui est reconnu pour ses très bons résultats, une méthode pédagogique efficace pour nos langues régionales comme pour la maîtrise du français. De nombreuses études ont mis en perspective le fait que les enfants bilingues ont bien souvent un meilleur niveau en français et de très bons résultats dans les apprentissages de toutes les langues. Les premières expérimentations ont été faites au Québec il y a maintenant un certain nombre d'années. Nous le savons bien assez, ici à Carmaux, pays de Jean Jaurès, ce grand homme a si souvent été cité, montre un exemple, aimé, adulé, qu'aujourd'hui de nombreux concitoyens contemporains en ont un petit peu assez d'en entendre parler à tort et à travers.
Pourtant, sur ce sujet encore, il est pertinent de se référer à lui, tant ses propos peuvent éclairer notre compréhension des faits, notamment quand il déclare « Si par la comparaison du français et du languedocien ou du provençal, les enfants du peuple dans tout le midi de la France apprenaient à retrouver le même mot sous deux formes un peu différentes, ils auraient bientôt en main la clé qui leur ouvrirait sans grand effort l'italien, le catalan, l'espagnol, le portugais. » C'est ce que nous appelons des palancos, des passerelles, et ce sont ces méthodes qui sont quotidiennement enseignées dans les écoles immersives. Cependant, dans un grand déni de démocratie, 60 de nos députés ont saisi ensuite le Conseil constitutionnel concernant l'article 6 de cette loi Molac. Donc l'article qui était relatif au forfait scolaire, justement, que nous n'avons pas voté tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel a décidé de conforter les dispositions de cet article, mais en même temps, il s'est aussi autosaisi sur un autre article, l'article 4 de la loi Molac, qui concerne l'enseignement en immersion, censurant l'article en question, faisant une interprétation particulière de l'article 2 de notre Constitution. À Carmaux, une école associative et laïque, occitane, dans laquelle la langue régionale est le support de la vie de l'école et de la majorité des cours, a ouvert ses portes en janvier 2015 et a accueilli jusqu'à 34 élèves. C'est l'existence même des écoles immersives qui pourrait être remise en cause par cette décision du Conseil constitutionnel. À Carmaux toujours, nous avons des classes bilingues occitanes qui sont présentes à l'école Jean Jaurès, et c'est aussi l'existence même de l'enseignement de l'occitan que cette décision du Conseil constitutionnel pourrait remettre en cause. Jean Boudou, dans son livre des grands jours, disait ceci: Espace linguit adeguis l'idée de tumba cap de cathédrale, nostro lingo est mai qu'une cathédrale, alors donc sper que tantes sunt tates que sa fanu per la zebusiga. C'est-à-dire, il n'est jamais venu à personne l'idée de détruire une cathédrale, notre langue est plus qu'une cathédrale, alors pourquoi sont-ils tant à se dépêcher pour la détruire? Ainsi, considérant que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, comme le prévoit l'article 75.1 de la Constitution du 4 octobre 1958, issu de la loi constitutionnelle de juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, considérant par ailleurs que les langues régionales sont porteuses d'une diversité culturelle significative, enrichissant notre culture française, contribuant à la diversité biolinguistique du monde, qu'elles sont pour la plupart d'entre elles, et c'est le cas de l'occitan, classées en grand danger d'extinction par l'UNESCO, que l'objectif de protection du patrimoine de la France est impératif de réunir les moyens garantissant la transmission de cette diversité linguistique, que l'enseignement par immersion linguistique, cadre pédagogique initié au Québec pour apprendre le français aux enfants anglophones, est aujourd'hui largement reconnu depuis un demi-siècle par la communauté scientifique pour son efficacité s'agissant de sa transmission des langues de France telles que les langues régionales, et que l'ensemble des études scientifiques démontrent que les enfants qui ont suivi un enseignement immersif font valoir d'un niveau équivalent, voire généralement supérieur aux autres enfants, en français notamment. Considérant par ailleurs que l'obstacle juridique qui est utilisé de façon récurrente pour limiter, censurer les mesures en faveur de la promotion et de la protection des langues régionales, c'est ce fameux article 2 de la Constitution de 1958, lequel dispose que la langue de la République est le français. Considérant que les travaux parlementaires démontrent que cette disposition, issue de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, était au départ destinée à lutter exclusivement contre l'invasion de la langue anglaise dans la langue française, et que depuis lors cette disposition n'a cependant jamais efficacement servi cet effet. Elle a uniquement été opposée aux objectifs de promotion des langues régionales. Considérant que cette disposition, malgré l'article 75.1 qui lui était pourtant postérieur, constitue le fondement de la censure par le Conseil constitutionnel dans sa décision, la décision actuelle du 21 mai 2021, donc la fameuse loi dite loi Molac, votée à une très large majorité par le Sénat et par l'Assemblée nationale.
Considérant tout ceci, il est proposé au conseil municipal de Carmaux de décider de demander solennellement au président de la République de convoquer le Congrès afin de modifier l'article 2 de notre Constitution, afin que ces dispositions ne puissent plus lui être opposées aux mesures législatives et réglementaires adoptées en faveur de la protection patrimoniale des langues régionales et de leur promotion. Donc, qui vote contre cette proposition? Monsieur Branly, je peux dire quelque chose? Tout à fait. Merci. Al temps che eri pizzonet, alla Bovellier, hai parlat, non l'occitan, mais le patois. Mais alors, l'hai duplicat, l'hai pas, le pas là, mais l'hai pas duplicat. Je voudrais vous dire que je vais vous faire part de mon accord sur plusieurs des considérations qui figurent dans la présentation du texte que vous nous avez lu. Le français est la langue officielle du pays. Elle est parlée de Brest à Strasbourg et de Lille à Perpignan et elle constitue le ciment de la nation. Notre langue régionale peut, en effet, être un atout pour la maîtrise du français. Il y a bien des fautes d'orthographe qui peuvent être évitées par la comparaison d'un mot avec sa traduction en occitan. La présence, par exemple, d'un S dans un mot de cette langue locale peut être remplacée par un accent circonflexe en français. Bon, je sais bien qu'aujourd'hui, l'orthographe, on y attache moins d'importance, mais moi, je trouve quand même que ça fait partie des choses auxquelles je tiens. La pratique de l'occitan peut donc être un atout, mais ni plus ni moins que la connaissance du latin qui n'est presque plus enseigné dans nos écoles. Alors, en dépit de ces observations positives, je vais peut-être vous décevoir un peu en vous disant que je ne voterai pas cette motion, parce qu'elle demande une révision de la Constitution. Pour moi, la Constitution, c'est le socle de notre République et son objet, c'est l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Cette loi fondamentale, elle a été initialement adoptée directement par le peuple français. Là, on est à un autre niveau. Le sujet abordé, à mon sens, n'est pas du ressort de ce texte fondateur que l'on remanie trop souvent à mon gré, et je suis très réservé sur les diverses modifications qui lui ont été apportées au fil des ans par une simple réunion du Congrès. Donc, je regrette de vous dire que je voterai contre cette motion, mais uniquement sur la conclusion. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je ne cache pas que je suis enseignante en occitan et que mes 4 enfants sont en scolarité immersive bilingue. Donc oui, bien sûr, je suis impliquée totalement dans ce qu'a proposé M. Branly. Et je crois qu'il est important quand même de bien noter que l'occitan et les origines, ce n'est pas du tout un repli sur soi ou sur de vieilles valeurs, mais qu'au contraire, c'est la modernité. Et c'est aussi la preuve qu'il n'y a pas de sous-culture et que tout est une culture. Donc c'est vraiment une ouverture vers l'humanité, vers ce qu'on a de meilleur en nous, et il n'y a aucun danger pour la République ou pour la Constitution de reconnaître ce fait que toutes les cultures sont valables, quelle que soit celle qui a pris l'ascendant. Bien sûr, je regrette qu'on soit obligé d'aller à notre Constitution, hein, bien sûr. Donc, puisqu'ils s'y sont pris pour deux fois pour la faire, on pensait qu'ils l'avaient fait concrètement, même si maintenant elle commence à être un petit peu râpée sur les bords, notre Constitution. Mais ce qui est le plus terrible dans cette affaire, c'est le ministre
de l'instruction publique, comme je dis souvent, qui a voulu faire un petit peu de rigolade et qui a pris 60 et quelques députés un peu en otage, voilà, pour aller faire cette requête auprès du Conseil constitutionnel. Ça servait à rien de le faire. Je veux dire que voilà, si on se cherche des puces tous les jours, il n'y a qu'à interroger le Conseil constitutionnel tous les jours, on finira par faire du surplace, hein, c'est clair. Voilà, donc moi je trouve ça tout à fait horrible. Alors moi je suis pour que, bien sûr, on réunisse le Congrès et qu'on change ça, ne serait-ce que pour les langues régionales. Je dirais à Simon Braldi qu'il a oublié les icastolas, voilà, donc qui sont aussi importantes dans la langue basque pour l'occasion. En tout cas, c'est bien dommage que cette farce ministérielle ait pu être faite, c'est triste, mais voilà, donc quelque part, s'il faut en arriver à la Constitution, oui, il faut le faire, parce qu'on sait très bien que les langues, et peut-être qu'autour de cette table, nous sommes nombreux à avoir perdu du temps dans les collèges et les lycées, à essayer d'apprendre des langues, comme d'autres. Moi j'ai commencé par le latin et le grec antique, si ça peut vous parler, voilà, donc, et là il n'y avait pas d'immersion possible, c'était carrément la leçon magistrale. Mais j'ai toujours pensé que pour ne pas s'ennuyer sur les bancs d'un collège ou d'un lycée, et pour apprendre une langue, il y a vraiment que l'immersion. Et l'immersion ici au niveau de l'occitan, on y est vraiment parce qu'on a encore des locuteurs ici localement qui le parlent très très bien, avec de belles images. Et comme je dis souvent, si le français n'avait pas eu l'occitan et les troubadours, il n'y aurait même pas d'amour puisque c'est un mot occitan. Voilà, donc on votera bien sûr pour que le président de la République aille jusqu'à Versailles. C'est pas grand-chose, Versailles. Hein. Pas bien loin. Dommage, mais je sais que vous tenez à la Constitution. C'est votre fonds de commerce. Ah non, mais la 58, 62 ou que la 58 oui, mais alors... Non, mais voilà. Donc la 62, c'est quoi? De 58 à 62, c'était une dictature, et en 62, c'est devenu quand même une république. Voilà, puisque le président a été élu enfin au suffrage universel. Et elle s'appelle comme ça. Ah, voilà. Sinon, la Constitution, la base, c'est 58-62. Voilà. Bon, ça a été la dictature de Gaulle de 58 à 62. On va passer au vote, M. Bralli. Oui, donc je tiens à m'excuser pour avoir oublié les Basques. J'espère qu'ils m'excuseront. Donc, qui vote contre cette motion? Attendez, une petite intervention, s'il vous plaît. Oui. Ah. Si on veut bien me donner la parole. C'est bon? Vous l'avez. Oui. Non, moi j'ai appris cette langue, l'occitan, sur les genoux de ma grand-mère. Et elle était ma langue maternelle. Donc, moi, je n'ai aucune... Je continuerai à respecter le français, mais je continuerai à dire qu'il faut faire vivre et survivre nos langues qui commencent à s'éteindre. Voilà. Alors, oui, mais vous n'avez pas allé le contraire, mais vous allez voter contre ce que vous dites, contre ceci. Ceci étant dit, comme je disais tout à l'heure, et ça vous pourriez le méditer aussi, M. Bousquet, puisque avec un nom comme ça, sans doute vous n'avez pas le patois aussi bien que moi, et je voudrais vous dire, vous redire que per vous regarde à l'ase, car il passe creva la saumo. Ça, méditez ça un petit peu, et vous verrez que demain vous serez dans d'autres conditions intellectuelles. Mais je vous remercie, M. Robert, de vos conseils de haut niveau. Donc, on peut passer au vote? Je recommence du coup. On peut passer au vote, M. Rallé. On a quand même noté... Alors, on a quand même noté un effort municipal d'avoir fait des affiches très parlantes. Donc, et ceux qui ne parlaient pas occitan à Carmaux s'y sont mis en regardant les affiches. Voilà, donc ils se sont demandé quel était le produit qui était dessus, comme dessin, ils ne savaient pas. Bon, c'est bien dommage que les affiches en question est une faute d'orthographe, mais bon, ça c'est une autre, une autre question. C'est justement pour que ça attire l'attention. Oui. Allez.
Donc qui vote contre cette motion? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie pour cette quasi-unanimité. Oui, allez-y. Ouais, je pense que cette motion, j'en ai toutes origines, on vient de vous l'approuver, monsieur Branly. Mais si ça reste uniquement sur le site de Carmaux et qu'on le fasse suivre à personne, ça ne sert à rien. Donc, ce que je demande, ce qu'on pourrait demander, avec votre accord, à monsieur le maire, c'est que lui dire aux instances ministérielles suscitées qu'à Carmaux, nous avons voté votre motion avec l'approbation de tous les membres du conseil municipal. Sauf un. Voilà, comme ça, parce que comme ça ne reste pas lettre morte, et ça va transiter par le biais de monsieur le maire, via le ministère, je ne sais pas lequel. Hein. Voilà, si vous êtes, c'est le ministère de l'Intérieur qui va gérer ça. Je crois que ça serait judicieux de faire remonter, sinon si ça reste à notre niveau, tout le monde s'en fout. Le ferons remonter aussi. D'accord. Bon, ouais. Je ne m'inquiète pas. Merci, monsieur le maire. Donc, nous allons passer au point suivant. Mise à jour du tableau du conseil municipal. Lors du dernier conseil municipal, les élus se sont prononcés par délibération. La délibération numéro 34 du 17 avril 2021 pour le maintien de Mme Slimani Pasturel et Mme Saïda Fakir dans leur fonction d'adjointe et contre le maintien de M. Lilian Lafont dans ces mêmes conditions. Ce conseil municipal s'est également prononcé en suivant pour maintenir le nombre d'adjoints à 8, malgré que M. Lilian Lafont ait été déchu de ses fonctions, ramenant ainsi le nombre d'adjoints à 7. Le tableau du conseil municipal mis à jour avec les informations précitées a été transmis à la préfecture. Or, il s'avère que ce dernier a été déclaré illégal par cette instance et retiré en suivant pour motif qu'un poste d'adjoint existant ne peut être mentionné vacant. Suite à ce vote, M. Julien Guenot et Mme Salia Slimani Pasturel, coprésidents de l'association Convergence Citoyenne, ont saisi la préfecture sur la légalité de la libération numéro 34. Et M. le maire a été destinataire de la copie de la réponse qui leur a été transmise. Dans cette réponse, la préfecture indique, concernant le retrait de délégation à M. Lafont, le retrait de fonction de M. Lafont. En effet, dans le cadre d'un scrutin secret et dans le cas de partage de voix, la position du conseil municipal doit être analysée comme un rejet de ce qui est proposé au vote du Conseil. Dans le cas d'espèce, la proposition de maintien de M. Lafont devrait être considérée comme réglée. Nous avons demandé confirmation à la... Comme rejeté, pardon. Comme rejeté. Nous avons demandé, suite à votre courrier d'hier, confirmation à la préfecture. La préfecture nous a confirmé le rejet concernant donc, la fonction d'adjoint de M. Lafont. Je vous lis le courrier que nous a envoyé la préfecture aujourd'hui. Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que la délibération du 17 avril 2021, numéro 34, relative au maintien des adjoints dans leurs fonctions, n'appelle pas d'observation au titre du contrôle de la légalité. Du fait du retrait des délégations par le maire, le conseil municipal se prononce sur le maintien des adjoints dans leurs fonctions. Le maire n'a pas de voix prépondérante dans le cadre d'un scrutin secret. En cas de partage de voix, la position du conseil municipal doit être analysée comme un rejet de ce qui est proposé au vote du conseil. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le maintien de M. Lafont dans ses fonctions d'adjoint est rejeté. Voilà. Donc, deuxième requête que vous aviez aussi transmise à la préfecture, c'était
Alors je lis la réponse parce que je n'ai pas eu le courrier que vous avez envoyé, donc je ne lis que la réponse. Dans la réponse, la préfecture vous dit, vous indiquez ensuite qu'un membre présent au conseil municipal aurait fait connaître ses intentions de vote, ce qui aurait faussé le résultat de ce dernier. Je note que la délibération n'en fait pas mention. Donc, vous avez estimé, en tant que convergence citoyenne, que le vote n'avait pas été légitime, je dirais, ou régulier. Donc, c'est pour ça que j'avais proposé de remettre à l'ordre du jour ce vote, si vous l'estimiez qu'il était donc non régulier, de façon à ce qu'on le reprenne dans son ensemble aujourd'hui, pour remettre les choses au clair. Voilà. Visiblement, d'après le courrier que vous m'avez transmis hier, vous ne souhaitez pas que soit remis au vote donc le vote concernant le maintien de Mme Slimani et Mme Saïda Fakir dans leur fonction d'adjoint. Voilà. Qu'en est-il? Hein? Vous ne souhaitez pas? Voilà. Donc du coup, bon, on ne vote pas là-dessus, c'était juste une... Oui? Votre micro. Oui, votre micro. Oui. Donc je disais juste que tu m'as perdu dans ton... Oui. Non, mais parce que nous, on avait remis en cause le fait que quand il y a une élection et qu'il y a égalité, normalement, il y a un deuxième tour. Non. Non. Dans le courrier, Non, la préfecture, réponse d'aujourd'hui. Les textes aussi, on a recherché sur les textes et ce qu'on vous a donné la dernière fois aussi, disent que quand il y a égalité et que le maire n'a pas participé au vote, en cas d'égalité, en fait, la question fait que c'est négatif. La proposition du maintien est rejetée. Comment ça, quand le maire n'a pas participé au vote? Il a participé au vote, mais il a participé, en fait, on ne peut pas identifier son vote, dans la mesure où c'est un bulletin secret. Voilà. Donc, en cas d'égalité dans ce cas-là, en fait, la proposition de maintien est refusée, est rejetée. La préfecture a répondu 2 fois dans le même sens. Et les textes sont clairs à l'origine aussi. Également, il y a le texte qu'on vous avait cité lors du dernier conseil municipal, reprenait une réponse du ministère de l'Intérieur à un sénateur qui avait posé la question. Voilà. Donc, on n'a pas donc à revenir là-dessus. J'avais dans mon texte prévu, éventuellement, si vous vouliez revenir sur le manque de régularité que vous aviez trouvé dans le fait que certains élus s'étaient prononcés et avaient influencé le vote. Voilà, voilà. Mais ceci aussi, la préfecture vous a dit qu'il n'y avait pas d'irrégularité là-dedans. Mais bon, sauf volonté de votre part à vouloir revenir sur ce vote-là. Voilà. L'annonce du vote, moi j'y étais pas au conseil, mais il me semble, quand je l'avais regardé, et ça n'a peut-être pas été transmis, mais il me semble que peut-être M. Touzani avait annoncé qu'effectivement, concernant le vote de M. Lafont, il voterait contre, parce que par rapport à... Enfin, non. C'était pas lui? C'était qui alors? J'y étais pas, donc je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait annoncé son intention de vote. Oui, je sais. Voilà, donc on va passer là-dessus, hein, puisque c'est légal. Voilà. Donc nous allons passer au stade suivant, qui est la réduction du nombre d'adjoints. Voilà. Donc, pour ce qui concerne le nombre d'adjoints, la préfecture, là, a donc estimé qu'il était illégal de maintenir un nombre d'adjoints à 8, alors qu'effectivement, il n'y en a que 7. Voilà. Donc, nous devons revoter cette partie-là. Voilà. Donc, nous devons reprendre le tableau des adjoints et voter dessus. Donc, voilà. Donc, je propose
que le conseil municipal réduise le nombre d'adjoints à 7. Voilà. Donc, qui est contre la réduction du nombre d'adjoints à 7. Donc, Madame Slimani, Madame Fakir, Madame Romero, Monsieur Lafont, Monsieur Tama, Madame Couette, Monsieur Robert, Madame Sokpoli et Madame Bavet. Qui s'abstient? Voilà. Donc, Monsieur Espier, Madame Courveille, Monsieur Touzani, Madame Catala et Monsieur Branly, qui vote pour le retrait du 8e adjoint. Voilà. Voilà. En conséquence, dans les 15 jours qui viennent, nous réunirons un conseil municipal pour élire un nouvel adjoint. Puisqu'il n'y a pas de... donc pour respecter le tableau. Bon, c'est une obligation légale, donc qu'il y ait un tableau qui soit équilibré. Ce n'est pas le cas. Donc nous allons passer au point suivant. Compte rendu des délégations au maire. Alors, ces fameuses délégations. Donc, premier sujet, rénovation énergétique d'école maternelle Jean-Baptiste Calvignac. L'acte a été transmis à la préfecture le 27 avril 2021. Alors, ça concernait un lot d'isolation, un lot d'électricité, un lot de stores et fenêtres et différents aménagements pour l'école maternelle Jean-Baptiste Calvignac. Pour cela, il a été réuni la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres a validé les entreprises qui apparaissent ici dans le document. Donc, et de ce fait, j'ai signé donc le marché et les travaux ont pu commencer. Donc voilà, le financement des dépenses est assuré au moyen des crédits inscrits au budget général de la ville, donc c'était prévu au budget. Et le marché concernant le lot 3 sera signé après le vote du budget 2021 qui abondera la ligne du montant nécessaire. Donc voilà. Donc pour ce qui concerne le lot 3, donc l'entreprise Store et Fenêtres, donc ça sera fait sur le budget 2021. Voilà. Donc ça. Ensuite, c'est la réalisation d'une centrale photovoltaïque. C'est sur le toit du centre de secours. Là, il y a eu aussi un appel d'offres. Cet appel d'offres a eu lieu il y a à peine un peu plus d'une semaine, exactement, je crois, le 22. Donc, lors de cet appel d'offres, donc, il y avait plusieurs entreprises prétendantes. Et l'entreprise qui a été retenue en fonction des critères qui avaient été connus à l'avance des entreprises et également soumis à l'appréciation du membre de la commission d'appel d'offres. Donc, c'est l'entreprise Courant Naturel, donc située à Soile, qui a obtenu le marché pour un montant de 78 402 €. Petit point complémentaire là-dessus. On parlait à un moment donné, il était question de retirer les délégations du maire. Eh bien, la commission d'appel, la signature des appels d'offres, ça relève justement de ses attributions. Laure, vous disiez tout à l'heure, c'est pas grave, on va réunir des conseils municipaux pour finalement délibérer sur tout ça. Oui, mais voyons un petit peu quel était le résultat. Lors de la dernière commission d'appel d'offres qui s'est réunie lundi dernier, les représentants de Convergence citoyenne étaient absents. M. Robert et M. Durand étaient absents. Seuls étaient présents en tant qu'élus M. Touzani, M. Schultes et moi-même.
Et Madame Nieto. Donc, on peut voir qu'on veut une pseudo-démocratie en réunissant le conseil municipal à tout va pour donner soi-disant de la fluidité, quand il y a des réunions de commissions d'appel d'offres qui sont là pour aussi que tout le monde puisse donner son avis, eh bien, comme d'habitude, l'association Convergence Citoyenne fait la chaise vide. Voilà. Donc c'était pour revenir un petit peu sur cette incohérence qu'on peut trouver entre les demandes qui se font d'un côté et la réalité des actions de l'autre. Je passe maintenant, puisque j'ai présenté les deux... Monsieur le maire. Voilà. L'organisation des bourses documents maintenant. Oui. Monsieur le maire. Alors, moi, je suis très très satisfait que donc une centrale photovoltaïque, puisque c'est ma lanceuse de le photovoltaïque, donc se fasse sur la toiture du SDIS. C'est pas le SDIS, c'est oui, pardon. Oui. CS Carmaux, le centre de secours de Carmaux. Voilà, que ça se fasse sur ce truc-là. Alors, je regrette les promesses une fois du gouvernement, parce qu'il y a des fois des choses qu'on ne lui demande pas de nous transférer les enfants, on ne lui demande pas de le faire, ou de les faire rentrer à 3 ans. Et par contre, la ministre Borne a annoncé depuis le 20 février 2020 quand même que les toitures photovoltaïques allaient passer sans appel d'offres de 100 kW à 500 kW crête. Voilà, et bien nous attendons depuis donc le 20 février 2020 la décision. C'est à croire que le Covid a paralysé tous les gens qui devaient prendre des décisions. Voilà, puisqu'on attend, mais on est comme Charles, hein, on finit par rester comme les couillons. Voilà, et on fait un truc, on fait en plusieurs tranches, ce qui nous coûtera réellement beaucoup plus cher le faisant en plusieurs tranches, que même si le prix est abordable. Et voilà, donc voilà, moi, je regrette cette chose-là. C'est-à-dire qu'on prône pour un développement durable, on prône pour un non-réchauffement de la planète, et quand il y a des actions concrètes qui peuvent être faites, on passe par tout un tas de circonvolutions intellectuelles qui font qu'on n'avance pas. Voilà, j'avoue que je ne comprends pas. Voilà. Donc, un bon point pour la ville qui le fait, mais un mauvais point pour l'État qui empêche vraiment de faire quelque chose. Surtout que la toiture, elle a été faite pour faire 300 ou 400 kilos. Maintenant, je pense qu'on pourrait faire 400 kilos. Bref. Merci en tout cas. Donc, dernier point, organisation d'une bourse aux documents, au centre culturel. Donc, M. Touzani l'a abordé tout à l'heure déjà, Mme aussi Martin. Donc, il a été, afin de vider un petit peu les stocks et les fonds de documents défraîchis ou usagés. Donc il a été décidé de faire une bourse aux livres. Dans un premier temps, cette bourse aux livres s'est orientée d'abord vers les associations qui avaient besoin, et ensuite s'est ouvert donc plus largement, donc ce qui a permis de faire bénéficier un grand nombre de personnes de ces documents qui dormaient dans les stocks du centre culturel. Oui, oui. Alors pour compléter, donc la vente s'est terminée samedi avec un solde de 2 245,80 € de vente de livres, tout en sachant qu'il y avait 50 centimes, 1 euro ou 2 €. Donc ça a été un franc succès. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si on a fini, là, mais pour le coup, donc vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le maire, que j'ai reçu quelques observations au sujet de propos que j'aurais pu tenir ou que j'ai tenus, que je reconnais avoir tenus lors de ce conseil municipal. Mais les propos qui m'ont été reprochés ne sont pas cohérents avec ce que je vois sur la vidéo, et ce que j'entends aussi, hein, parce que voilà. Donc ces propos m'ont été reprochés par le président de la Croix-Rouge, qui, à propos du pôle de stabilisation, qui est ce qu'ils appellent l'Ostalado, qui se trouve donc sur le boulevard Augustin Malroux, là-bas, et qui héberge un certain nombre de personnes qui sont en difficulté. Alors donc, le président me reprochait d'avoir dit que les gens qui habitaient dans cet immeuble étaient des dégénérés, ce qui ne fait pas partie de mon vocabulaire habituel.
Et je vous redonne le texte que je dis sur l'extrait du conseil municipal. J'explique ce que c'est qu'un pôle de stabilisation et je cite ce que je dis, un pôle de stabilisation, c'est quand quelqu'un qui a subi plusieurs fois des coups de ressort, eh bien, au bout d'un moment, le ressort est cassé, ça ne marche plus. C'est des gens qu'il faut stabiliser, bien sûr, pour ne pas qu'ils dégénèrent, pire que ça, parce que quelqu'un qui dégénère dans notre société a un coût pour l'ensemble. Je n'ai pas parlé de gens qui étaient dégénérés. Alors, je suis inquiet qu'à la Croix-Rouge, on puisse confondre les noms et les adjectifs. Voilà, donc je me suis permis de renvoyer donc, au président de la Croix-Rouge cette chose-là. Je pense qu'il a un secrétariat qui lui rapporte des choses fausses. Et c'est pour ça que je lui dis, voilà, donc monsieur, c'est bien du verbe dégénérer dont il s'agit. Situation ou personne qui dégénère dans le sens de se dégrader, perdre ses qualités, devenir en mauvais état. Non, comme vous semblez le croire, je n'ai pas utilisé le nom péjoratif de dégénérer, dans le sens bestial ou primitif destiné à exclure des individus n'entrant pas dans les normes établies. Voilà, je ne me permets pas de stigmatiser des gens qui sont en difficulté. Voilà. Je lui dis que ce qui vous a été dit ou retranscrit est faux. Cependant, les vérités sont là, c'est-à-dire que j'ai dit un certain nombre de choses à ce moment-là, mais à culpa, par contre, j'ignorais que, effectivement, la ville et moi-même leur avaient permis d'acquérir un bâtiment rue Raspail. Ce bâtiment, la Croix-Rouge, pour des questions d'accès, puisqu'il n'avait pas d'accessibilité, a décidé de le vendre, voilà, et l'argent, je crois que c'était 44 000 € ils l'ont vendu, ce bâtiment, est parti à Paris. Et alors, il m'a dit, il faudrait que vous sachiez quand même que cet argent, il est revenu pour acheter le nouveau bâtiment en 2020. Ce que j'aurais pu savoir, puisque nous lui avons déjà octroyé une subvention, et que nous lui attribuons là une subvention qui est une subvention pas forcément pour acquérir le bâtiment, mais pour acquérir des biens à l'intérieur et des meubles, je ne sais rien. Oui. Voilà, donc, mais la transparence aurait voulu qu'ils disent quand même à la mairie de Carmaux que ces 44 000 €, il les avait récupérés, qui lui avaient permis d'acheter le nouveau bâtiment. La transparence, c'est ça aussi. Et la Croix-Rouge peut ne pas s'exclure de nature transparente. Enfin, moi, je ne sais pas. Donc, voilà. Ensuite, pour ce qui concerne, et vous l'avez noté, l'épisode de la directrice de la Croix-Rouge, qui s'appelle Madame Isabelle Belbèze, et qui m'a abusé, bien sûr, ainsi qu'une grande partie du conseil municipal de 2012 et 2013, je confirme que le patronyme de Madame Belbèze n'a aucun rapport avec la tromperie dont le CM de Carmaux, le conseil municipal de Carmaux, a été victime lors de l'implantation d'un pôle de stabilisation Croix-Rouge à Carmaux, sur le boulevard. Les élus du conseil municipal d'alors ne souhaitaient pas l'implantation de ce pôle de stabilisation en invoquant que tout le temps, amener de la difficulté et de la misère à Carmaux ne serait bientôt plus gérable par l'ensemble de la communauté. C'est pour ça que nous nous y étions opposés. Seule Convergence a voté pour octroyer une subvention à ce pôle, l'ensemble du conseil municipal ayant refusé de voter. Non, Convergence a voté, vous vous en souvenez? Voilà. Ils ont eu une subvention grâce à Convergence, mais l'ensemble de la majorité du conseil municipal n'y a pas participé. On ne souhaitait pas rajouter de la misère à la misère. Voilà. Ensuite, il y a eu, j'ai dit que voilà, il y avait un hypothétique, M. Seguin, évidemment, qui élevait des chèvres. Vous vous en souvenez de ça? Donc voilà, je confirme que, y compris dans ce cas-là, le patronyme de M. Seguin n'a rien de prémonitoire ni d'indicatif. Et pour l'exemple, j'ai deux M. Seguin qui me viennent à l'idée. Un que je connaissais bien, qui fut président de la Fédération nationale des festivités et carnaval, et l'autre qui était Philippe Seguin, qui fut président de l'Assemblée nationale, ce qui, bien sûr, vous l'aurez compris, les larges pas, c'est pas un endroit champêtre et loin des chèvres. Voilà, donc tout est dit, je pense, au niveau de la Croix-Rouge. La seule chose que j'ai oubliée, ils m'ont copieusement insulté le jour où ils ont inauguré cet Stalado. Ils m'ont traité de tous les noms et de tout ce que vous voudrez. Pire que ce que faisait Convergence le mot torchon. D'accord? Et ça a été fait par Madame Belbèze, par notre ancienne députée, mais aussi par Monsieur Mattei, qui est un ancien ministre de Chirac, qui
À l'été 2003, lorsqu'il y avait une calicule, monsieur était en train voilà, il était à l'abri, lui, pendant que 15 000 personnes âgées ont fini au cimetière. Voilà. Et je n'ai pas été à cette inauguration parce qu'il y avait ce monsieur, pas pour d'autres raisons. Voilà. Et si un jour, il y a des personnages très mauvais de l'histoire, je ne vais pas en citer un, mais qui viennent inaugurer un truc à Carmont, eh dites-vous bien une chose, je n'y serai pas. Voilà. J'ai tout dit sur cette affaire avec la Croix-Rouge. Maintenant, tout est clair, tout est terminé. Voilà. J'ai fait une croix dessus, terminé. Merci, M. Espier. Nous allons conclure donc maintenant notre soirée. Donc le conseil municipal est clos. Merci. Bonne soirée.